Le pouvoir de la confiance, par Stephen Covey et Rebecca Merrill. Lu par Jérôme Carrette. Préface. À mon épouse, Jerry, pour ses constants encouragements, sa formidable gentillesse et son abondante confiance. Comment un père peut-il encenser son fils tout en étant crédible, surtout s'agissant d'un livre sur la confiance? Songez-y pourtant. À son poste de PDG de ma société, le Covey Leadership Center, Stephen a doublé les ventes et multiplié les profits par 1200%. Durant cette période, la société a ouvert des filiales dans 40 pays et sa valeur a grimpé de 2,4 à 160 millions de dollars. Sa valeur au moment de la fusion qu'il a orchestrée avec Franklin Quest pour former Franklin Covey. Comment tout ceci a-t-il été réalisé sous la houlette de Stephen? En un mot, par la confiance. Grâce à son caractère et à sa compétence, Stephen a su gagner la confiance et l'accorder aux collaborateurs de la maison. Les effets synergiques de la confiance gagnée et donnée ont permis des niveaux de performance jusqu'alors inédits. Et presque tous ceux qui ont vécu cette période ont perçu cette transformation comme l'expérience la plus inspirante et la plus enthousiasmante de leur carrière. Au fait, c'était Stephen, le petit garçon de 7 ans vert et propre que j'évoquais dans les 7 habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Cela vous intéressera sans doute, comme moi, de découvrir sa version de l'histoire dans ce livre. De mon point de vue, l'apprentissage de Stephen sur le moyen de garder notre jardin vert et propre a fixé un schéma d'excellence dont l'influence s'est fait sentir toute sa vie. Ce schéma s'est manifesté dans la façon dont il a transformé ma société, initié toute une série de projets de formation, de consulting et de management avec succès, et dans la rédaction de ce livre, ainsi que dans tout ce qu'il a réalisé par ailleurs. 3 raisons pour lesquelles j'aime ce livre. Il y a 3 raisons pour lesquelles je crois que ce livre deviendra un classique. D'abord, il travaille sur les racines. Ensuite, il est profond, pratique et complet. Enfin, il inspire l'espoir. Laissez-moi commenter chacun de ces points. D'abord, ce livre s'attaque aux racines mêmes du problème. Henry David Thoreau disait que, pour chaque millier de personnes qui s'acharnent sur les feuilles du mal, il y en a une qui s'attaque aux racines. Il est facile de comprendre l'importance de s'attaquer aux racines dans d'autres domaines. Par exemple, quand on concentre ses efforts sur la prévention et non sur la seule guérison des maladies, ou sur la prévention du crime et non sur sa simple répression. Dans cet ouvrage, vous commencerez à voir cette méthode s'appliquer au monde des affaires, où, au lieu de s'en tenir à la simple soumission aux règles, on met l'accent sur l'éthique du caractère, la transparence des motivations et la qualité des compétences dans la production de résultats durables et supérieurs. C'est sans doute ironique, mais selon mon expérience du monde, la soumission aux lois de type Sarbanes-Oxley a éclipsé l'accent porté sur les facteurs soi-disant flous, comme la confiance. Directeurs financiers et auditeurs ont remplacé dans la salle du trône les développeurs de talent et les praticiens des ressources humaines aux ambitions stratégiques. En même temps, un des sujets actuels les plus chauds est l'éthique. Discussions sur l'éthique, curriculum éthique, formation à l'éthique, code éthique, etc. Cet ouvrage montre que si l'éthique est d'une importance fondamentale, si elle est nécessaire, elle reste néanmoins tout à fait insuffisante. Il montre que le soi-disant facteur flou est en fait tangible, mesurable, et qu'il influence tous les aspects des relations, des organisations, des marchés et de la société. La réussite financière découle de la réussite sur le marché, et la réussite sur le marché traduit la réussite sur le lieu de travail. La confiance est le cœur et l'âme de tout. Cet ouvrage va bien au-delà non seulement de mon propre travail, mais de tout ce que j'ai pu lire au sujet de la confiance. Il dépasse la question de l'attitude éthique dans la direction d'entreprise, va au-delà de la simple application des règles. Il plonge au cœur de l'intention profonde et des objectifs ultimes de chacun de nous, comme des compétences qui entraînent une solide confiance du public. Songez-y un instant. Que vous définissiez la confiance comme confiance mutuelle, loyauté ou attitude éthique, ou que vous pensiez aux fruits de la responsabilisation, du travail en équipe et de la synergie, la confiance est la racine et la source ultime de notre influence. En lisant ce livre, vous serez amené à réfléchir en écologiste social et vous verrez l'interdépendance de tous les paramètres
et comment, en fin de compte, tout est fondé sur la confiance. Il vous propose une perspective élargie et une méthode par étapes pour transformer une culture de basse confiance en culture de confiance optimale. Ensuite, cet ouvrage présente un modèle de confiance qui est profond, pratique et complet. Il vous présente une approche des 5 vagues de la confiance de l'intérieur vers l'extérieur. Il montre comment l'effet confiance se propage du moi vers la relation avec autrui, puis vers les relations avec tous les partenaires et finalement à toute la société, comme les vaguelettes d'un caillou jeté dans l'eau. Grâce à des exemples frappants et pratiques, il montre comment ces principes s'appliquent toujours et partout, qu'il s'agisse du rapport à soi, d'une relation avec quelqu'un, dans le cadre d'une famille, d'une entreprise, d'une école, d'une administration, d'une unité militaire ou d'une ONG. Enfin, ce livre respire l'espoir. Au fil des chapitres, vous commencerez à vous sentir plus optimiste, plus confiant. Quelle que soit la situation, si dégradée soit la confiance, vous pouvez devenir un agent actif dans son instauration ou sa restauration et dans la reconstruction des relations, sans que cela soit nécessairement très long. À mesure que vous découvrirez les anecdotes où Steven explique comment sortir des situations les plus compliquées, toxiques, des impasses si onéreuses, vous sentirez la conviction et le dynamisme qui résultent de ces conseils. Vous serez convaincu que vous aussi, vous pouvez réussir et vous voudrez que cette réussite soit durable. Le facteur clé dans une économie globale. À mesure que nous progressons rapidement vers une réalité globale d'interdépendance et de transparence croissante, la confiance devient un élément plus décisif que jamais dans une carrière. Mes échanges avec les grands patrons de l'industrie du monde entier montrent avec une évidence croissante que la vitesse de mise sur le marché est maintenant l'arme compétitive suprême. Une confiance dégradée entraîne des frictions, qu'elles soient causées par une attitude non éthique ou éthique mais incompétente, parce que les intentions, si bonnes soient-elles, ne peuvent jamais remplacer un mauvais jugement. Une confiance détériorée est le facteur qui alourdit le plus les coûts dans la vie et les organisations, y compris les familles. Une confiance médiocre génère duplicité, intrigues politiques, conflits de personnes, rivalité entre services, schéma de pensée gagnant-perdant, une communication défensive et protectrice, autant de travers qui freinent la vitesse de la confiance. Une confiance basse ralentit tout, les décisions, les communications et les relations. À l'opposé, la confiance accélère tous les processus. Et comme Steven le souligne, le plus grand facteur de création de confiance, ce sont les résultats. Les résultats bâtissent la loyauté envers la marque. Ils inspirent et accélèrent une culture de la réussite. Si votre marque peut se prévaloir de résultats constants, cela n'incite pas seulement les consommateurs à acheter en nombre croissant, mais aussi à la recommander. C'est ainsi que vos clients deviennent vos promoteurs clés, les agents les plus efficaces de votre marketing et de vos ventes. De plus, les résultats vous attachent la confiance de votre personnel comme de vos responsables. La fiabilité de vos résultats dans la durée place aussi vos fournisseurs en position de partenaires stratégiques, un élément si crucial dans la nouvelle économie mondialisée basée sur la main-d'œuvre du savoir. La confiance ressemble un peu à la nappe aquifère, cette énorme masse d'eau souterraine qui alimente les puits. Dans les affaires comme dans la vie, ces puits sont souvent appelés innovation, équipe complémentaire, collaboration, responsabilisation, Six Sigma et autres expressions du management de qualité totale, de loyauté à la marque, entre autres initiatives stratégiques. Ces puits alimentent eux-mêmes les rivières et les ruisseaux des interactions humaines, du commerce et des transactions de toutes sortes. Ils garantissent une qualité de vie durable à toutes les relations, en famille, entre services, au quotidien avec fournisseurs et clients et plus généralement, toute construction d'une contribution durable. Le mot de la fin. Cet ouvrage constitue une réponse lisible, utilisable et pragmatique à un problème extrêmement actuel dans ce nouveau monde plat où nous vivons désormais. Il n'est pas seulement tiré d'expériences personnelles et anecdotiques, mais il est fondé sur des recherches empiriques qui montrent que la vitesse de la confiance est un paramètre mesurable au même titre que les outils fondamentaux d'analyse des organisations et relations. C'est même ce qui fait de ce paramètre un élément clé, tangible, pratique et si crédible. Voir Steven creuser si profondément, bien au-delà de mes propres réflexions, et apporter des enseignements et des idées si neuves, m'a rendu très fier et reconnaissant.
m'a aussi fait prendre conscience de mes limites. Sur le besoin et le problème le plus important de la vie, la confiance, je crois que Steven a gravi un nouveau sommet, tant en tant que praticien d'un modèle qu'en tant que pionnier rigoureux et théoricien compétent. J'espère que vous apprécierez et que vous tirerez profit de cette lecture autant que moi. Stephen R. Covey. Le facteur qui change tout. Il existe un facteur qui est commun aux individus, aux relations, aux équipes, aux familles, aux organisations, aux nations, aux économies et à toutes les cultures du monde. C'est en apparence une petite chose. Une petite chose qui, si on la supprime, peut détruire le gouvernement le plus puissant, l'entreprise la plus prospère, l'économie la plus florissante, la direction la plus influente, l'amitié la plus solide, la personnalité la plus forte, l'amour le plus profond. En revanche, si elle est approfondie et exploitée au maximum, cette chose-là a le pouvoir de créer une réussite et une prospérité sans pareil dans tous les aspects de la vie. Pourtant, c'est la moins comprise, la plus négligée et la plus sous-estimée des possibilités de notre époque. Cette petite chose est la confiance. La confiance exerce ses effets sur nous à chaque seconde, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Elle sous-tend et affecte la qualité de toute relation, de toute communication, de tout projet, de toute entreprise industrielle ou commerciale, de chacun des efforts dans lesquels nous sommes engagés. Elle modifie la qualité de chaque moment et altère la trajectoire et les résultats de tous les moments futurs de notre vie, aussi bien sur un plan personnel que professionnel. Contrairement à ce que pensent la plupart des gens, la confiance n'est pas un facteur fuyant et insaisissable qu'on a ou qu'on n'a pas. Il s'agit au contraire d'un capital pragmatique, tangible, transformable, que l'on peut créer beaucoup plus vite que vous ne le croyez sans doute possible. Alors que les scandales qui touchent le monde de l'entreprise, les menaces terroristes, les manœuvres internes et la précarité des rapports conjugaux ont fait chuter la confiance sur presque tous les fronts, j'affirme que la capacité à instaurer, développer, accorder et restaurer la confiance est non seulement vitale pour notre bien-être personnel et interpersonnel, c'est la compétence clé nécessaire pour la direction de la nouvelle économie globale. Je suis aussi convaincu que dans toute situation, rien n'est aussi rapide que la vitesse de la confiance. Et contrairement à la croyance populaire, la confiance est un facteur que nous pouvons maîtriser. Vous pouvez même passer maître dans l'art de la provoquer. Pas de meilleur accélérateur que la confiance. La vitesse se produit quand les gens se font vraiment confiance. Edward Marshall. Si vous n'êtes pas rapide, vous êtes mort. Jack Welch. Je n'oublierai jamais une expérience que j'ai faite il y a quelques années, lors d'une brève mission que j'ai effectuée pour une grande banque d'investissement de New York. Nous venions de sortir d'une très fatigante réunion, durant laquelle il était clairement apparu qu'il y avait de graves problèmes de confiance interne. Ces problèmes ralentissaient l'activité de l'entreprise et influaient négativement sur ses résultats. Le plus haut responsable m'avoua en privé « Ces réunions sont improductives, nous perdons notre temps. Je n'ai tout simplement pas confiance en Mike, ni en Hélène. En fait, j'ai bien du mal à faire confiance à qui que ce soit dans ce groupe. » Je répondis « Eh bien alors, pourquoi ne pas travailler à accroître cette confiance ?» Il se tourna vers moi et me répondit sérieusement « Écoutez Steven, il faut que vous compreniez quelque chose. La confiance ne se commande pas. Si on ne l'a pas, on ne peut rien y changer. » Je suis totalement en désaccord avec cette idée. En fait, aussi bien ma vie personnelle que mon travail comme expert en management depuis une vingtaine d'années m'ont convaincu que nous pouvons beaucoup changer la confiance. Nous pouvons l'accroître beaucoup plus vite qu'on ne pourrait le croire. Et une telle attitude aura une énorme influence aussi bien sur notre qualité de vie que sur les résultats auxquels nous parviendrons. Vous pouvez accumuler les faits et les chiffres, toutes les démonstrations à votre faveur, toutes les cautions que vous voulez. Mais si vous ne suscitez pas la confiance, vous n'aboutirez à rien. Niall Fitzgerald, ex-président Unilever. Les problèmes de confiance nous influencent tous. Quand je parle du pouvoir de la confiance à mes auditeurs un peu partout dans le monde, j'entends régulièrement s'exprimer frustration et découragement. Je ne supporte pas l'ambiance d'intrigue perpétuelle qui règne au travail. Je me sens sapé par mes collègues.
J'ai l'impression que c'est la règle du chacun pour soi, et tant pis si on piétine les autres. Je me suis vraiment pris de grandes claques dans le passé. Comment puis-je encore faire confiance à quelqu'un pour construire une véritable relation ? Je travaille dans une entreprise qui est plombée par une bureaucratie omniprésente. Le truc le plus simple prend des lustres à obtenir. J'ai besoin d'une autorisation écrite pour acheter un crayon. Plus mes enfants grandissent, moins ils m'écoutent. Que faire ? J'ai l'impression qu'au bureau, mes contributions ne sont vraiment pas reconnues et estimées à leur juste valeur. J'ai bêtement trahi la confiance de quelqu'un qui était suprêmement important pour moi. Si je pouvais revenir en arrière et prendre la bonne décision, je le ferais tout de suite. Mais c'est trop tard. Parviendrai-je à reconstruire la relation ? Je dois marcher sur des œufs au travail. Si je dis vraiment ce que je pense, je me ferai virer ou je finirai dans un placard. Mon patron nous dirige jusque pour les plus petites choses, moi comme mes collègues. Il nous traite comme s'il ne pouvait se fier à nous. Avec tous les scandales, la corruption et les violations éthiques qu'on peut observer dans notre société, j'ai l'impression de vivre dans une sorte de monde à l'envers. Je ne sais plus ni qui ni quoi croire. Que faire dans ce type de situation ? Dans toute situation où un manque de confiance engendre combinaison politique, complications bureaucratiques ou simplement retard. Acceptez-vous simplement ceci comme l'inévitable prix à payer dans le monde des affaires ? Ou pouvez-vous faire quelque chose pour contrer ou même inverser ce mouvement ? J'affirme pour ma part que vous pouvez faire quelque chose. En apprenant comment établir, accorder et restaurer la confiance, vous pouvez même significativement modifier le moment présent et l'orientation de tous ceux qui suivront. La technique et la technologie sont importantes, mais le problème de la décennie, c'est d'y ajouter la confiance. Tom Peters, expert en management. Parvenir à maîtriser la confiance. Qu'est-ce que la confiance ? Plutôt que d'en donner une définition complexe, je préfère reprendre les termes de Jack Welch, ex-PDG de General Electric. Il disait simplement « Vous la reconnaissez quand vous la sentez ». Autrement dit, quand il y a confiance, vous le savez parce que vous êtes en confiance. À l'opposé, la méfiance se traduit par toutes sortes de soupçons. Quand vous vous méfiez des autres, vous soupçonnez leur intégrité, leurs objectifs, leurs capacités, leurs états de service. C'est aussi simple que ça. Nous avons tous connu des expériences qui confirment la différence entre les relations bâties sur la confiance et celles qui ne le sont pas. La différence, ces expériences nous le disent, n'est pas mince. Elle est même impressionnante. Prenez maintenant quelques instants et pensez à une personne avec laquelle vous avez une relation de profonde confiance. Un chef, un collègue, un client, votre mari ou votre femme, un enfant, un ami. Décrivez cette relation. À quoi ressemble-t-elle ? Quelle impression vous laisse-t-elle ? Quelle est la qualité de votre communication ? À quelle vitesse obtenez-vous ce que vous demandez ? Cette relation répond-elle à votre attente ? À quel point ? Pensez maintenant à une personne avec laquelle vous avez au contraire une relation peu confiante. Une fois encore, cette personne peut être n'importe qui, à la maison ou au travail. Décrivez cette relation. À quoi ressemble-t-elle ? Que ressentez-vous à son égard ? Comment qualifieriez-vous la communication ? Est-elle fluide et libre ? Ou avez-vous le sentiment de marcher sur un champ de mine, d'être incompris ? Collaborez-vous efficacement pour exécuter rapidement le travail en cours ? Ou le temps qu'il faut pour s'entendre et obtenir une réalisation est-il démesurément long ? Appréciez-vous cette relation ? Ou bien la trouvez-vous fastidieuse, pesante, harassante ? La différence entre une relation vraiment confiante et son contraire est bien palpable. Prenons la communication. Dans une relation où règne la confiance, si vous prononcez une phrase qui pourrait être mal prise, votre interlocuteur comprendra quand même ce que vous voulez dire. Dans une relation où la confiance est sapée, si pondéré, si précis que vous soyez, vous ne serez pas compris. Pouvez-vous imaginer le résultat si vous étiez capable d'accroître la confiance dans les relations personnelles et professionnelles importantes de votre vie ? Sans confiance, vous n'obtiendrez pas le succès. Le mot « confiance » englobe presque tout ce vers quoi vous pouvez tendre et qui vous aidera à réussir. Nommez une seule relation qui fonctionne sans confiance. Mariage, amitié, relations sociales. À long terme, c'est tout aussi vrai pour le monde des affaires. Je songe surtout aux relations où l'on est en contact avec le public.
Jim Burke, ex-PDG de Johnson & Johnson. L'épreuve. C'est l'une des expériences les plus formatrices que j'ai personnellement faites en matière de confiance et de la meilleure manière de l'accroître. Cela se passait il y a quelques années, après la fusion entre Franklin Quest et le Covey Leadership Center, aujourd'hui la Franklin Covey Company. Comme le savent tous ceux qui sont passés par une fusion ou une acquisition, ces opérations ne sont jamais faciles. La nouvelle société cumulait des atouts extraordinaires. Nous avions des équipes remarquables, des contenus superbes, des clients loyaux et des outils d'une grande efficacité. Mais le mélange des deux cultures s'est avéré un redoutable défi. En tant que président de l'unité de formation et d'éducation, je m'étais rendu à Washington pour rencontrer environ un tiers de nos consultants et leur parler de la stratégie de notre division. Mais cette réunion, que j'aurais dû attendre avec impatience, me nouait littéralement l'estomac. Quelques semaines plus tôt, le nouveau PDG de la société, frustré, comme nous l'étions tous, par les problèmes et frictions énormes que cette fusion prometteuse avait entraînés, avait réuni l'ensemble des consultants de l'entreprise. Dans une tentative pour faire sortir les préoccupations de chacun, il avait imposé une règle. Nous, les chefs de division, devions écouter, mais ne pas répondre aux propos de nos collègues. La réunion, qui devait initialement durer 4 heures, s'est transformée en grand déballage de 10 heures. Dans ce cadre où personne n'avait le droit de rectifier, de nuancer, de justifier, de donner des informations manquantes, de prendre en compte les autres aspects des problèmes, voire de montrer les dilemmes auxquels nous étions confrontés, seul un petit pourcentage des propos tenus était vraiment pertinent. La plupart reposaient sur des malentendus, des déformations de la réalité ou de pures et simples erreurs. Nous avons entendu beaucoup de suppositions, de soupçons, d'accusations, de frustrations. Et nous autres responsables avons dû accepter à contre-cœur un cadre de discussion où nous étions réduits au silence. Nous avons tenu par la suite une dizaine de réunions semblables. Cette expérience avait été très pénible. Et dans ma position de responsable, je m'étais senti personnellement mis en cause. Par mon expérience de Wall Street, je savais que les fusions étaient souvent difficiles, mais j'avais pensé que nous pourrions faire le nécessaire pour que celle-ci se passe bien. Présomption optimiste. Bien à tort, j'avais omis de me concentrer sur l'instauration de la confiance dans la nouvelle entité résultant de cette fusion. Je m'imaginais que ma réputation et ma crédibilité allaient de soi pour tout le monde. Mais ce n'était pas le cas. Et si la moitié des collaborateurs me faisaient confiance, l'autre me considérait avec défiance. On retrouvait bien entendu les vieilles frontières. Il y avait le clan des Covey contre celui des Franklin. Ceux du clan Covey, qui me connaissaient et avaient travaillé avec moi, considéraient mes choix, pour l'essentiel, comme sincèrement dictés par la volonté d'utiliser des critères objectifs et impartiaux en toutes circonstances, par l'ambition de faire ce que je jugeais le meilleur pour l'entreprise. À leurs yeux, je n'étais pas guidé par mon intérêt personnel, bien au contraire. Ils savaient que j'étais prêt à faire de mon mieux pour les soutenir, parfois au détriment de mes propres intérêts. Ceux qui n'avaient pas travaillé avec moi ne me connaissaient pas et se défiaient de moi. Cela interprétait chaque décision dans le sens exactement opposé. Un exemple. Un jour, nous nous étions demandé s'il fallait continuer à tenir nos programmes de formation en leadership dans un hôtel Sundance Resort. Nous avions rencontré quelques problèmes avec les équipes de Sundance et certains chez nous estimaient que nous aurions dû chercher un nouveau cadre pour nos séminaires. Le directeur de ces programmes, lui, tenait beaucoup à continuer avec Sundance, parce que les clients adoraient cet endroit et que les chiffres étaient sans appel. Notre chiffre d'affaires grimpait de 40% quand nous organisions nos programmes là-bas, par rapport aux autres sites possibles. Je me suis donc prononcé dans ce sens. Puisque les chiffres sont meilleurs et que le directeur de ces programmes insiste particulièrement pour que nous continuions avec eux, nous essaierons d'améliorer notre collaboration avec Sundance. C'était un exemple de décision parfaitement justifiée que je pouvais espérer voir comprise par les employés. Erreur. Ceux qui se défiaient de moi n'ont pas compris. Ils ont décidé que j'essayais de faire prévaloir mon point de vue personnel. Certains se sont même demandé si je touchais une commission occulte parce que, en tant que membre de la direction, on m'avait prié de participer comme bénévole au conseil du théâtre pour enfants de Sundance. Beaucoup s'interrogeaient sur mes mobiles profonds. Comme le niveau de confiance était très bas, l'impression était que je devais avoir des raisons inavouées de me rendre là-bas. Dès que les motivations de quelqu'un sont suspectées, tous ses actes sont perçus comme douteux. Mahatma Gandhi. Dans une autre situation, j'ai dû prendre la décision de muter Ron, un cadre supérieur très talentueux. Il venait de chez Covey et avait, au cours de la fusion,
pris des positions qui avaient fini par polariser les deux camps contre lui. Pour remplacer Ron, j'avais décidé de recruter un collaborateur hors de l'entreprise afin qu'il soit perçu comme n'étant ni Covey ni Franklin. Quand j'ai fait cette annonce, je pensais que les gens accueilleraient favorablement ma volonté de faire entrer de nouveaux talents. Mais chez ceux qui ne me faisaient pas confiance, aucun ne prit garde au fait que nous faisions venir quelqu'un de l'extérieur pour remplacer Ron à son poste. Tout ce qu'ils ont retenu, c'est que ce dernier appartenait toujours à l'entreprise et ils voulaient le voir partir. À chaque fois donc, mes actes avaient été mal interprétés et mes motivations mises en cause, alors même que j'avais pris soin d'impliquer les deux camps, Covey et Franklin, dans ma prise de décision. Comme vous pouvez l'imaginer, ceux qui ne connaissaient nullement mes états de service et mes résultats présumaient simplement que j'occupais un poste de direction parce que j'étais le fils de Stephen Covey et que je n'avais aucune crédibilité personnelle. Conséquence de tous ces malentendus, j'ai dû prendre mes décisions beaucoup plus lentement. Il m'a fallu anticiper la manière dont chacune d'elles sera interprétée par chacun des camps. J'ai commencé à peser les risques, à examiner les différents cas de figure possibles. J'ai mis la main dans l'engrenage d'un jeu politique que je n'avais jamais joué avant, que je n'avais jamais eu à jouer avant parce qu'il était contraire à mon caractère. En réfléchissant à tout ce qui avait transpiré, j'en suis venu à comprendre que si je ne prenais pas les problèmes à bras-le-corps, la situation se perpétuerait et risquait même d'empirer. Chacune de mes décisions allait être passée au crible et suspectée d'arrière-pensées cachées. Obtenir le plus petit changement allait m'obliger à déplacer des montagnes. Je faisais face à une surenchère bureaucratique, politicienne et à une démotivation croissante. Tout cela était en train de coûter beaucoup de temps, d'énergie et donc d'argent. Le prix devenait lourd. De plus, ai-je alors pensé, compte tenu de la mauvaise tournure que prend la situation, qu'avais-je à perdre ? Si bien que, quand je suis arrivé ce jour-là à ma réunion de Washington, j'ai dit en substance « Écoutez, nous sommes réunis ici pour discuter stratégie. Et si c'est de cela que vous voulez parler, c'est de cela que nous allons parler. Mais si vous préférez aborder les problèmes de la fusion, si c'est ce qui vous préoccupe vraiment, nous allons parler de la fusion. Je suis d'accord pour aborder toutes les questions difficiles que vous vous posez. Qui reste et qui part? Qui prend quelle décision? Sur quels critères? Pourquoi ne sommes-nous pas mieux informés? Pourquoi devrions-nous faire confiance à ceux qui prennent les décisions? Et pourquoi devrions-nous vous faire confiance à vous, Stephen, pour prendre certaines de ces décisions? Au début, mes interlocuteurs étaient stupéfaits que j'aborde ces problèmes difficiles, et d'abord la perception qu'ils avaient de moi. Beaucoup se demandaient aussi quels étaient mes véritables objectifs. Mais ils se sont vite aperçus que je ne cachais rien, que j'étais transparent et sincère. Ils ont compris que je désirais vraiment trouver une solution à nos problèmes. À mesure que la réunion avançait, ils ont réalisé que je n'avais pas d'intention cachée, mais que j'essayais simplement de trouver une issue positive pour l'entreprise. Cette réunion d'1 heure, qui devait aborder les questions stratégiques, dura finalement une journée entière et on y examina toutes les questions qui fâchent. Quels immeubles allaient être attribués à quelles équipes? Quelles indemnisations étaient prévues pour ceux qui partaient? Quelle technique de vente allions-nous utiliser? Êtes-vous vraiment compétent pour prendre certaines de ces décisions, Stephen? Quel est votre historique de performance? Quels sont vos critères? Je reconnus ouvertement que les problèmes à résoudre étaient complexes. Je leur exposai franchement les arguments qui avaient justifié mes décisions et le mécanisme de la prise de décision lui-même. Je mis sur la table toutes les données dont je disposais et quand je ne pouvais pas leur révéler ces informations, j'expliquais pourquoi. J'ai écouté et cherché à comprendre leurs inquiétudes. À partir de leurs demandes, j'ai pris plusieurs engagements sur des améliorations concrètes. À la fin de ces journées, un vent d'espoir soufflait et une certaine excitation était perceptible. L'un des participants me confia que j'avais en un jour réussi ce que j'avais raté depuis plusieurs mois, instaurer un socle de confiance minimale. Mais surtout, j'ai compris que c'était un nouveau départ, la reconnaissance de la valeur d'une communication transparente. J'ai aussi compris cependant que le véritable test serait la façon dont j'allais gérer le suivi de cette réunion. En tout cas, désormais, mes interlocuteurs me jaugeaient avec un regard neuf. Ils ne me voyaient plus à travers les lunettes déformantes de la méfiance. Tous les collaborateurs furent bientôt au courant des résultats de cette réunion. Et dans les mois suivants, je la renouvelai avec les autres consultants et obtins les mêmes résultats. Je suivis cette méthode avec les autres divisions et, en un très court laps de temps, nous pûmes rétablir la confiance avec l'intégralité des personnels de la société. Dans mon seul service, le retour à la confiance eut des effets spectaculaires. La vitesse grimpa, les coûts chutèrent et les résultats s'améliorèrent dans tous les domaines.
J'ai certes fini par quitter Franklin Covey pour créer ma propre entreprise et écrire cet ouvrage, mais je suis heureux d'attester que ses dirigeants ont fini par apaiser les remous provoqués par la fusion et que la société se porte aujourd'hui très bien. En ce qui me concerne, toute cette expérience m'a aidé à comprendre le phénomène de la confiance beaucoup plus clairement que je ne le pouvais avant, quand la confiance était au beau fixe et que tout fonctionnait très bien. Primo, j'ai appris que j'avais été bien présomptueux. Je présumais que les gens avaient confiance en moi, alors que ce n'était pas vrai du tout. Je présumais qu'ils connaissaient mes antécédents et ceux du Covey Leadership Center, ce qui n'était pas vrai non plus. Je présumais que, parce que je prenais à bras-le-corps les problèmes délicats dans mes réunions avec les responsables des services et que je prenais des décisions fondées sur des critères objectifs, mes méthodes étaient connues des autres collaborateurs, mais il n'en était rien. J'ai aussi appris que j'avais été politiquement naïf. Oui, j'avais fait des erreurs, mais pas celles que j'étais accusé d'avoir commises. L'erreur la plus importante que j'avais faite était de ne pas m'être montré plus proactif dans l'instauration et l'accroissement de la confiance. Et le résultat, c'est que j'avais pu mesurer très concrètement les dures conséquences économiques et sociales d'un médiocre niveau de confiance. De plus, j'avais appris que la confiance change vraiment tout. Une fois que vous l'avez créée, une confiance authentique, basée sur la personnalité et la compétence, presque tout le reste en découle naturellement. Une crise de confiance. Nul besoin de chercher loin pour comprendre que nous avons un problème de confiance aigu à résoudre. Il suffit de considérer quelques unes récentes des grands quotidiens. Le nouveau credo des employés, confiance zéro. Les entreprises pressées de rebâtir la confiance. 20 traders de la bourse de New York mis en examen. L'éthique doit être renforcée pour reconstruire la confiance. À qui faites-vous confiance aujourd'hui ? Ces gros titres révèlent une vérité incontournable. Jamais la confiance n'a été aussi dégradée qu'aujourd'hui. La méfiance a contaminé tous les niveaux de notre société. Les places financières, les entreprises, les relations avec les autres, la vie personnelle. Elle alimente des soupçons et un cynisme qui s'auto-entretiennent, ce qui entraîne un engrenage négatif et coûteux. Prenons la société en général. La confiance dans presque toutes nos grandes institutions, gouvernements, médias, monde des affaires, services de santé, églises, partis politiques, etc., est nettement inférieure à ce qu'elle était il y a une vingtaine d'années. Et dans bien des cas, elle n'a jamais été aussi basse. Aux États-Unis, par exemple, un sondage Harris de 2005 révélait que seulement 22% des personnes interrogées faisaient entièrement confiance aux médias, 8% aux partis politiques, 27% au gouvernement et seulement 12% aux grandes entreprises. Plus parlante encore peut-être est la perte de confiance dans les relations personnelles. Une récente enquête menée par David Alpern révèle que seuls 34% des Américains estiment pouvoir se fier aux autres. En Amérique latine, ce chiffre est de seulement 23%, et en Afrique, il chute à 18%. Les recherches de Alpern montrent aussi qu'il y a 40 ans en Grande-Bretagne, 60% des gens estimaient pouvoir faire confiance à leurs semblables. Aujourd'hui, ce chiffre est de 29%. La bonne nouvelle de cette étude, par comparaison, c'est que 68% des Scandinaves, Danemark, Suède et Norvège, et 60% des Hollandais croient pouvoir faire confiance à leurs concitoyens, ce qui prouve qu'il existe des sociétés à haut niveau de confiance. Et les chiffres du Mexique, qui ne sont qu'à 31%, ont tout de même connu une nette augmentation puisqu'ils atteignaient péniblement 19% en 1983. Cela montre qu'il est possible d'accroître le niveau de confiance dans une société. Que vous apparteniez à une équipe sportive, à une entreprise ou à une famille, si vous ne pouvez faire confiance à ceux qui vous entourent, les problèmes ne sont pas loin. Joe Paterno, entraîneur sportif. Au niveau de l'entreprise, la confiance dans les entreprises a aussi considérablement décru. Voici les résultats d'autres enquêtes. Seuls 51% des employés ont confiance dans leur direction. Seuls 36% des employés estiment que leurs dirigeants agissent avec honnêteté et intégrité. Au cours des 12 derniers mois, 76% des employés ont observé sur leur lieu de travail des conduites illégales ou contraires à l'éthique, conduites qui, si elles étaient connues du public, affecteraient gravement sa confiance. Et qu'en est-il de la confiance dans les relations personnelles ? Si elle varie naturellement suivant les relations, la confiance s'avère un problème majeur pour la plupart des gens dans certaines relations au monde. Et trop souvent, dans des relations très importantes, avec un chef, leur patron, un collègue, leur conjoint ou l'un de leurs enfants. Voici d'autres éléments d'appréciation.
La raison numéro 1 pour laquelle les gens donnent leur démission est leur mauvaise relation avec leur patron. Un mariage sur 2 se termine par un divorce. Les relations de tous ordres sont construites et soudées par la confiance. Elles peuvent aussi être brisées et détruites par une confiance dégradée. Essayez d'imaginer une relation importante sans confiance. En fait, un bas niveau de confiance est la définition même d'une mauvaise relation. Examinons maintenant la confiance au niveau individuel. Et par exemple, ces pourcentages d'étudiants qui reconnaissent avoir triché pour augmenter leurs chances d'être admis dans un 3e cycle universitaire. Étudiants en arts et lettres, 43%. Étudiants en sciences de l'éducation, 52%. Étudiants en médecine, 63%. Étudiants en droit, 63%. Étudiants en management, 75%. Que ressentez-vous à l'idée que le chirurgien qui va vous opérer a peut-être, plus d'1 sur 2, triché pour obtenir son diplôme? Que l'entreprise dans laquelle vous allez travailler est dirigée par quelqu'un pour qui l'honnêteté n'est pas une qualité indispensable? Récemment, quand j'ai présenté ces résultats à un groupe d'avocats, ils ont été tout heureux de découvrir que leur corporation n'était pas la pire. Et ils se sont moqués de moi parce qu'avec mon MBA en management, j'appartenais au plus mauvais groupe. J'ai aggravé les choses en leur révélant que, selon le même sondage, 76% de ces étudiants prévoyaient de présenter des profits gonflés en minimisant les dépenses et que, d'autre part, les détenus condamnés à des peines de prison simple obtenaient à peu près les mêmes résultats que ces étudiants dans leurs examens sur les dilemmes éthiques. La crise de confiance n'est-elle pas avérée? La société, les entreprises et les relations humaines en général sont touchées. Mais il existe une dimension encore plus fondamentale et puissante de la confiance en soi. Nous prenons souvent des engagements envers nous-mêmes. Nous nous fixons des objectifs. Nous prenons des résolutions de nouvel an. Et nous ne les tenons pas. Le résultat, c'est que nous finissons par ressentir que nous ne pouvons pas nous fier entièrement à nous-mêmes. Si nous ne pouvons nous fier à nous-mêmes, comment parviendrons-nous à faire confiance aux autres? Cette incohérence intime est souvent la source de nos soupçons envers autrui. Comme mon père le disait souvent, nous nous jugeons nous-mêmes sur nos intentions, tandis que nous jugeons les autres sur leur comportement. C'est pourquoi, comme nous le verrons plus loin, une des manières les plus rapides de restaurer la confiance consiste à prendre et à tenir des engagements, même modestes, envers nous-mêmes et les autres. Nous vivons incontestablement une crise de confiance. Elle nous affecte à tous les niveaux, social, institutionnel, professionnel, relationnel et personnel. Et elle prend la forme d'un cercle vicieux. Si nombre d'entre nous se montrent sans doute assez résistants à ces nouvelles violations de la confiance, à ces scandales financiers et industriels, nous avons chaque fois un peu plus de peine à nous en remettre. Nous finissons par nous demander ce qui nous attend encore. Le soupçon se généralise dans les rapports sociaux. Nous avons tendance à projeter sur la plupart des gens des comportements heureusement encore marginaux et nous le payons cher. Chaque fois que l'un de ces incidents ou scandales qui touchent les dirigeants d'entreprise éclate au grand jour, le public américain perd un peu plus confiance. Nous ne savons pas corriger le tir assez vite. Robert Eckert, PDG de Mattel. L'économie de la confiance. Un cynique pourrait objecter, et alors? La confiance est-elle vraiment autre chose qu'une qualité certes sympathique, mais secondaire? Peut-on réellement prouver le caractère économique décisif de la confiance? J'ai l'intention, dans cet ouvrage, de répondre à ces questions de manière détaillée en démontrant clairement l'importance de la confiance pour le dynamisme de l'économie. Voici une formule simple qui vous permettra de changer de point de vue sur la confiance. Vous allez cesser de la considérer comme une variable intangible et non quantifiable. La confiance est tangible et quantifiable. La formule suivante est basée sur une idée décisive. La confiance affecte toujours 2 facteurs, la vitesse et le coût. Quand la confiance baisse, la vitesse baisse aussi et le coût augmente. Quand la confiance augmente, la vitesse augmente aussi et les coûts décroissent. C'est aussi simple, aussi réel, aussi prévisible que ça, comme le démontrent les exemples suivants. Juste après les attentats du 11 septembre 2001, notre confiance dans la sécurité des vols aux États-Unis a spectaculairement chuté. Nous avons découvert que des terroristes étaient décidés à nous frapper au cœur et que nos procédures de sécurité n'étaient pas aussi rigoureuses qu'elles auraient dû l'être. Avant le 11 septembre, j'avais l'habitude d'arriver à l'aéroport environ une demi-heure avant le décollage et je passais rapidement les contrôles de sécurité. Mais après les attentats, des procédures plus contraignantes ont été imposées pour accroître la sécurité et la confiance sur les vols.
Ces procédures ont certes eu l'effet désiré, mais mes voyages sont aujourd'hui plus longs et plus coûteux qu'avant. Pour un vol sur les lignes intérieures, j'arrive en général 1h30 avant et 2 ou 3 heures plus tôt pour un vol international, du simple fait des contrôles de sécurité. Je paie aussi sur chaque billet que j'achète une taxe de sécurité consécutive aux attentats. Preuve que, quand la confiance chute, la vitesse chute également et que le coût augmente. Récemment, j'ai décollé d'une grande ville située dans une région à haut risque du Moyen-Orient. Pour des raisons géopolitiques, la confiance dans ce secteur est extrêmement basse. J'ai dû me présenter à l'aéroport 4 heures avant le départ du vol. J'ai franchi plusieurs portiques et ma valise a été fouillée à plusieurs reprises par différents agents. Et tous les autres passagers ont été traités de la même façon. Il est certain que des mesures de sécurité exceptionnelles étaient nécessaires et dans ce cas, j'étais content qu'elles soient appliquées. Mais cela ne change rien au fond du problème. Parce que la confiance était basse, la vitesse aussi et le coût augmentait. Notre méfiance nous revient très cher. Ralph Waldo Emerson, philosophe américain. Prenons un autre exemple, la loi Sarbanes-Oxley. Cette loi a été adoptée aux États-Unis en réaction au scandale du type Enron ou WorldCom. Si cette loi a peut-être empêché les marchés financiers de perdre confiance et même accru celle-ci, il est tout aussi clair qu'elle a eu un coût substantiel. Demandez à n'importe quel PDG ou directeur financier d'une entreprise soumise aux procédures instituées par cette loi, le retard qu'implique leur strict respect ainsi que les coûts supplémentaires qu'elle entraîne. Les chiffres sont énormes sur ces deux plans. En fait, une étude récente chiffre ces coûts, et ce n'est qu'une évaluation partielle, à 35 milliards de dollars. 28 fois plus que les estimations de la SEC, l'organisme de contrôle des marchés financiers. Ces réglementations et ces procédures ont été rendues obligatoires par la chute de la confiance. Il s'agit donc d'un pis-aller lent et cher. Une fois encore, nous en revenons à notre axiome principal. Quand la confiance baisse, la vitesse aussi et le coût augmente. Quand vous transgressez les grandes lois, vous n'obtenez pas la liberté. Vous n'obtenez même pas l'anarchie. Vous obtenez les petites lois. G.K. Chesterton, écrivain britannique. À l'opposé, quand la confiance est élevée, la vitesse augmente et le coût diminue. Prenez l'exemple de Warren Buffett, le PDG de Berkshire Hathaway, l'un des dirigeants d'entreprise les plus estimés au monde. Il a réalisé voici quelques années une importante acquisition, rachetant à Walmart la société McLane Distribution, qui valait alors 23 milliards de dollars. Entreprises toutes deux cotées en bourse, aussi bien Berkshire Hathaway que Walmart sont soumises à une longue série de contrôles de la part des autorités. Une fusion de cette importance prend généralement plusieurs mois et coûte des millions de dollars en conseils juridiques, audits et comptables, chargés de vérifier et de valider toutes sortes d'informations. Mais en l'occurrence, les deux parties ayant entièrement confiance l'une dans l'autre, les détails de la transaction ont été arrêtés au cours d'une réunion de 2 heures, conclue par une poignée de main. En moins d'un mois, elle était finalisée. Dans la lettre bilan qui accompagnait son rapport annuel de 2004, Warren Buffett écrivait « Nous n'avons pas eu recours à la due diligence. Nous savions que tous les détails correspondraient exactement à ce que Walmart nous avait annoncé. Et ce fut le cas. » Imaginez, un délai de moins d'un mois au lieu de 6 mois, voire plus, et pas de coût de due diligence, au lieu des millions habituellement dépensés. Confiance élevée, vitesse élevée, coût minimal. Le monde change très vite. Les gros ne battront plus les petits, ce sont les rapides qui battront les lents. Rupert Murdoch, PDG de News Corporation. Prenons l'exemple d'un autre dirigeant légendaire, Herb Kelleher, ex-PDG de Southwest Airlines. Dans leur ouvrage intitulé Executive EQ, Cooper et Sawaf rapportent une remarquable anecdote. Un jour, alors qu'ils traversaient le hall d'entrée, Gary Barron, alors vice-président de l'énorme filiale de Southwest chargé de l'entretien, présenta à Kelleher un mémo de 3 pages qui se concluait par une proposition de réorganisation massive. Kelleher lut le mémo sur place, posa une question à laquelle Barron répondit qu'il partageait son souci et qu'il y verrait personnellement. Kelleher répondit alors « Dans ce cas, je suis tout à fait d'accord. Vous avez mon feu vert. » L'échange avait duré 4 minutes. Kelleher était un dirigeant estimé de ses collaborateurs, mais lui-même savait qu'il pouvait leur faire confiance. Il se fiait à la personnalité et à la compétence de Barron. Et parce qu'il était persuadé que son collaborateur savait ce qu'il faisait, l'entreprise a pu progresser à une vitesse incroyable. Voici un autre exemple, à une échelle beaucoup plus réduite.
Jim, un marchand ambulant new-yorkais, avait installé à un coin de rue d'un quartier d'affaires un petit étal où il vendait des beignets aux employés des immeubles de bureaux voisins. À l'heure du petit déjeuner et aux heures de repas, de longues files d'attente se formaient devant son étal. Jim remarqua que l'attente décourageait de nombreux clients, qui partaient se sustenter ailleurs. Il remarqua aussi que, comme il était seul, le temps passé à rendre la monnaie aux clients était le principal obstacle qui l'empêchait de vendre un plus grand nombre de cafés et de beignets. Finalement, Jim posa un petit panier sur le côté de son stand, rempli de billets et de pièces, et il décida de faire confiance à ses clients pour se rendre eux-mêmes leur monnaie. On aurait pu craindre que les clients fassent des erreurs ou subtilisent au passage quelques pièces de trop, mais c'est le contraire que découvrit Jim. La plupart des clients ont réagi avec une totale honnêteté, lui laissant souvent de très confortables pourboires. Il put donc servir 2 fois plus de clients parce qu'il n'avait pas à rendre la monnaie. De plus, il découvrit que ses clients appréciaient sa confiance et qu'il les fidélisait mieux. En leur montrant sa confiance, Jim réussit à doubler ses revenus sans ajouter le moindre coût supplémentaire. Une fois encore, quand la confiance est basse, la vitesse diminue et le coût augmente. Quand la confiance est élevée, la vitesse augmente et le coût chute. Les valeurs transcendantes comme la confiance et l'intégrité se traduisent littéralement par des recettes, des profits et de la prospérité. Patricia Burden, auteure de Megatrends 2010. Récemment, alors que j'expliquais ce concept à des participants lors d'un séminaire, un directeur financier qui jongle avec les chiffres à longueur de temps va me voir. « C'est fascinant, me dit-il. J'ai toujours considéré la confiance comme quelque chose de très agréable. Mais jamais je n'ai pensé à son impact sur l'économie et la vitesse. Maintenant que vous l'avez démontré, je le découvre dans tous les problèmes que j'examine. Par exemple, nous avons un fournisseur en qui nous avons toute confiance. Tout va vite avec ce groupe et la relation est facile, sans heurts, sans effort. Mais avec un autre fournisseur, la confiance est très limitée. La moindre chose prend un temps fou et cette relation nous coûte beaucoup d'efforts. Elle nous coûte aussi de l'argent, trop d'argent. » Ce directeur financier était stupéfait de réaliser l'importance de ce concept qui lui manquait. Il avait beau avoir une grande maîtrise des chiffres, il n'avait jamais pensé à évaluer la confiance, ce qu'elle rapporte comme ce qu'elle coûte. Une fois ce facteur intégré, tout a soudain pris un sens nouveau. Il a aussitôt compris que dans l'entreprise, la confiance jouait un rôle crucial à tous les niveaux. Et la perception de la relation entre confiance, vitesse et coût allait s'avérer un outil efficace pour revoir en profondeur le fonctionnement de l'entreprise et tenter d'accroître significativement ses profits. Je connais des entreprises leaders dans leur domaine qui posent à leurs employés cette question simple dans leur processus d'évaluation formel à 360 degrés. Faites-vous confiance à votre patron ? Ces sociétés ont appris que la réponse à cette simple question est celle qui permet le mieux d'anticiper les performances des équipes et de l'entreprise plus que n'importe quelle autre question de leur enquête. Une fois que vous comprenez vraiment l'impact mesurable, économique de la confiance, vous avez l'impression de chausser une nouvelle paire de lunettes. Où que vous regardiez, vous voyez son impact. Au travail, à la maison, dans toutes vos relations, dans tous les efforts que vous faites. Vous commencez à percevoir l'énorme différence que des relations de grande confiance peuvent entraîner dans tous les aspects de la vie. L'impôt confiance. L'impact pratique très tangible de l'économie de la confiance se mesure dans beaucoup de relations, dans beaucoup d'interactions, où nous payons un impôt masqué de basse confiance sans même nous en apercevoir. Un été, il y a 3 ans, mon fils Steven, qui venait d'avoir 16 ans, a décroché son premier emploi. Il était tout excité. Il allait gérer une petite boutique de crème glacée. Les 2 premières semaines se sont bien passées et il était tout excité en recevant son premier chèque. Il a déchiré l'enveloppe et jeté un regard plein d'espoir sur le chèque. Soudain, il a froncé les sourcils. « Papa, m'a-t-il lancé, ils se sont trompés. » Il m'a tendu la lettre qui accompagnait le chèque. « Regarde, ils se sont trompés dans leurs calculs. »« Que veux-tu dire ?» lui ai-je demandé en jetant un coup d'œil sur le papier. « Regarde ici, m'a-t-il dit en pointant un chiffre. Je suis censé gagner 8 $ de l'heure. J'ai travaillé 40 heures. Ça devrait faire 320 $, non ?» J'ai vérifié la lettre et il avait incontestablement travaillé 40 heures. Mais le chèque n'était que de 260 $. J'ai répondu « C'est vrai, Steven. Mais regarde un peu plus haut, le décompte avec le détail. Tu vois ces mots, impôt fédéral ?»« Quoi ?» répondit-il d'un ton incrédule. « Tu veux dire que je paye des impôts ?»« Mais oui, mon garçon. Et ce n'est pas tout. Regarde là. Impôt régional, impôt de sécurité sociale, assurance santé pour les retraités. » « Mais papa,
Je ne suis même pas concerné par Medicare. Non, Steven, tu ne l'es pas, ai-je répondu. Mais ton grand-père l'est. Bienvenue dans le monde réel. Il est clair que personne n'aime payer des impôts. Mais nous le faisons parce qu'ils servent une grande cause sociale et parce que c'est la loi. Mais quelle serait la situation si vous ne saviez même pas que vous payez des impôts? S'ils étaient cachés, s'ils vous étaient soustraits sans même que vous en ayez conscience? Et que penseriez-vous en découvrant que ces impôts sont complètement inutiles, un gâchis, qu'ils partent en fumée sans rien apporter à personne? Malheureusement, les impôts basse confiance n'apparaissent pas sur votre relevé d'imposition sous l'intitulé « Surcoût d'une confiance médiocre ». Mais le simple fait qu'ils soient masqués ne signifie pas qu'ils n'existent pas. Quand vous savez où et quoi chercher, vous pouvez repérer ces impôts un peu partout, dans les relations professionnelles comme dans les relations personnelles. Ils sont quantifiables et ils sont souvent extrêmement élevés. La méfiance double le coût des affaires. Professeur John Whitney, Columbia Business School. Vous avez sans aucun doute vu cet impôt opérer à de nombreuses reprises. Peut-être dans des conversations où vous savez que votre patron, votre fils de 15 ans ou quelqu'un d'autre ne tient compte que des 2/3 ou des 3/4 de ce que vous dites. Il y a une perte sèche de 20-30%, voire plus. C'est ce dont j'ai pu faire l'expérience très concrète lors de la fusion Franklin-Covey. Si vous y songez, vous avez sans doute déjà joué vous-même le rôle de celui qui prélève l'impôt. Vous faisiez le tri dans ce que vous entendiez parce que vous n'aviez pas confiance. Dans certaines situations, vous avez peut-être même dû payer un impôt sur la succession, quand vous avez dû occuper le poste d'une personne qui n'avait pas su gagner la confiance de son entourage. Quand vous entamez une relation personnelle ou professionnelle nouvelle, ou quand vous prenez la tête d'une entreprise dominée par une méfiance générale, il est possible que vous soyez taxé à 30, 40, 50% ou plus encore pour quelque chose dont vous n'êtes en rien responsable. J'ai récemment consulté une haute responsable qui se plaignait que celui qu'elle remplaçait ait détruit la confiance au sein de l'entreprise de manière si spectaculaire que ses collègues l'écoutaient d'une oreille défiante alors même qu'elle venait d'arriver dans l'entreprise. Le célèbre écrivain Francis Fukuyama a déclaré « Une méfiance qui a contaminé toute la société impose une sorte d'impôt sur toutes les formes d'activités économiques, impôt que les sociétés à confiance élevée n'ont pas à payer. » J'affirme que cet impôt basse confiance ne se limite pas à l'activité économique, mais qu'il est perceptible dans tous les secteurs, dans toutes les relations, dans chaque interaction, dans toutes les communications, dans chacune de nos décisions, bref, dans tous les aspects de la vie. Les dividendes de la confiance. Je crois aussi que, de même que l'impôt créé par une confiance basse est tangible, mesurable et très élevé, de même, les dividendes d'une confiance élevée sont eux aussi tangibles, quantifiables et incroyablement élevés. Il suffit de penser à la finalisation très rapide de l'acquisition de McLean par Warren Buffett, ou encore de la vitesse à laquelle la proposition de réorganisation massive de Gary Barron a été acceptée. Sans oublier l'exemple du doublement des recettes de Jim, le marchand ambulant de beignets et de café. Songez à la rapidité de la communication dans vos propres relations, personnelles ou professionnelles, quand la confiance règne. Quand la confiance est élevée, les dividendes que vous percevez sont multipliés et votre entreprise ou votre vie en bénéficie à tous les niveaux. Une confiance élevée ressemble au levain, grâce auquel le pain double de volume. Dans une entreprise, une confiance élevée améliore matériellement la communication, la collaboration, l'exécution, l'innovation, la stratégie, l'engagement, les partenariats et les relations avec tous les partenaires. Dans votre vie personnelle, une confiance élevée améliore nettement votre enthousiasme, votre énergie, votre passion, votre créativité et votre joie dans vos relations avec la famille, les amis et la communauté. De toute évidence, les dividendes ne se limitent pas à une augmentation de la vitesse et de la rentabilité. Ils se trouvent aussi dans une satisfaction accrue et une meilleure qualité de vie. La variable cachée. Un jour, j'ai loué les services d'un guide pour m'emmener pêcher à la mouche dans le Montana. Alors que je contemplais la rivière qu'il avait choisie, il me lança « Dites-moi ce que vous voyez ». Je lui répondis simplement que je voyais une belle rivière et les rayons du soleil se reflétant à la surface de l'eau. Il me demanda si je voyais des poissons. Je lui répondis que non. Alors mon guide me tendit des lunettes à verre polarisant. « Chaussez-les » me demanda-t-il. Soudain, tout me parut spectaculairement différent. En regardant la rivière, je découvris que je voyais maintenant à travers la surface de l'eau. Et je voyais des poissons, une foule de poissons,
Mon excitation grimpa en flèche. Je découvrais soudain d'énormes possibilités que je n'avais pas vues jusque-là. En réalité, ces poissons étaient déjà là, mais il avait fallu que je chausse les lunettes pour les voir. De la même façon, pour la plupart des gens, la confiance est invisible. Ils n'ont aucune idée de son importance, de son omniprésence dans toutes les relations, les entreprises, les interactions à chaque moment de la vie. Mais une fois qu'ils ont chaussé les lunettes de la confiance et qu'ils découvrent ce qui se passe sous la surface, ils détiennent la clé qui va améliorer aussitôt leur efficacité dans tous les domaines. Haute ou basse, la confiance est la variable cachée de l'équation qui décide du succès d'une entreprise. L'équation de base en management est stratégie multipliée par exécution égale résultat. Mais il existe une variable cachée dans cette équation, la confiance. Qu'il s'agisse de l'impôt sur une confiance basse qui fait chuter le résultat ou des dividendes sur une confiance élevée qui au contraire le fait grimper. Stratégie multipliée par exécution multipliée par confiance égale résultat. Vous pouvez avoir une bonne stratégie et une bonne exécution, 10 sur une échelle de 1 à 10, mais obtenir des résultats médiocres à cause d'une confiance basse. Ou bien, une confiance élevée peut multiplier vos performances et entraîner une synergie dans laquelle le tout dépassera la somme des parties. Une entreprise peut avoir une excellente stratégie et une excellente capacité d'exécution, mais avec un résultat net plombé par un impôt de basse confiance ou multiplié par un dividende de confiance élevé. Comme le disait Robert Shaw, un éminent spécialiste de cette question, par-dessus tout, la réussite dans les affaires suppose deux choses, une stratégie compétitive gagnante et une exécution impeccable dans l'entreprise. La méfiance est l'ennemi de ces deux facteurs. Ma thèse est que, même si une confiance élevée ne suffira sans doute pas à sauver une stratégie médiocre, une confiance basse fera presque toujours capoter une bonne stratégie. Peut-être l'impact de cette variable cachée constitue-t-il le meilleur argument économique en faveur de la confiance. Selon une étude de la Warwick Business School, Grande-Bretagne, les contrats de sous-traitance fondés sur la confiance, plutôt que sur des accords contraignants incluant des pénalités, génèrent en général des dividendes de confiance pour les deux parties, qui peuvent égaler 40% de la valeur totale du contrat. Une étude de 2002 signée Watson-Wyatt montre que le retour total aux actionnaires dans les entreprises à haut niveau de confiance est presque 3 fois plus élevé que dans les entreprises à confiance détériorée. Une différence qui avoisine 300%. Une étude en milieu scolaire menée par le professeur Tony Brick de l'université Stanford montre que les écoles à haut niveau de confiance ont 3 fois plus de chances d'améliorer les résultats de leurs élèves au test que les écoles à bas niveau de confiance. À un niveau personnel, les individus à haut niveau de confiance ont des chances supérieures d'être promus, de décrocher une rémunération élevée, les meilleures occasions et d'avoir des relations plus épanouissantes et plus joyeuses. Une des raisons pour lesquelles la variable cachée de la confiance est si incontournable dans le monde actuel, c'est que nous sommes entrés dans une économie globale basée sur la compétence des acteurs de cette économie. Comme Thomas Friedman, éditorialiste au New York Times, le note dans La Terre est plate, cette nouvelle économie plate est centrée sur le partenariat et les relations. Et pour ces deux composantes, la confiance est un enjeu vital. Comme le rappelle Friedman, sans la confiance, il n'y a pas de société ouverte. Parce qu'il n'y a jamais assez de policiers pour assurer la surveillance des ouvertures. Sans la confiance, il ne peut non plus y avoir de monde plat, parce que c'est la confiance qui nous permet d'abattre les murs, d'arracher les barrières et d'éliminer les frictions aux frontières. La confiance est essentielle dans un monde plat. C'est pourquoi je l'affirme encore. La capacité d'établir, d'accroître, d'accorder et de restaurer la confiance avec toutes les parties prenantes, clients, partenaires en affaires, investisseurs ou collègues, est la compétence clé pour les dirigeants de la nouvelle économie globale. Plus loin, je résume l'impact des impôts et dividendes sur la confiance, dans les entreprises comme dans les relations personnelles. En examinant ce récapitulatif, je vous suggère de vous poser une question. Mon entreprise paye-t-elle un impôt confiance ou perçoit-elle des dividendes? Et moi, suis-je pour elle plutôt un impôt ou un dividende? Songez aussi à vos relations, aussi bien dans le travail qu'en dehors. Demandez-vous où s'inscrivent ces relations dans ce récapitulatif et où pouvez-vous concentrer vos efforts pour effectuer les progrès les plus importants. Récapitulatif des impôts et dividendes. Impôt de 80%, confiance inexistante. Dans l'entreprise, environnement dysfonctionnel et culture toxique, guérilla ouverte, sabotage, récrimination, poursuite judiciaire, comportement criminel.
Actionnaire militant. Micromanagement intensif. Hiérarchie omniprésente. Procédure de rétorsion et punition. Dans les relations personnelles. Relations dysfonctionnelles. Confrontation aigre et coléreuse ou repli sur soi froid et amer. Posture défensive et recours aux arguments juridiques. On se verra au tribunal. L'entourage est édicté. D'un côté les amis, de l'autre les ennemis. Mauvais traitements verbaux, émotionnels et ou physiques. Impôt de 60%. Confiance très basse. Dans l'entreprise, environnement malsain. Employés et actionnaires profondément insatisfaits. Atmosphère très politisée avec camps et partisans très définis. Gaspillage de temps passé à défendre positions et décisions. Procédure de rétorsion et punition. Bureaucratie et micromanagement pénible. Dans les relations personnelles, comportements hostiles, cris, reproches, accusations, insultes, communication réservée, inquiétude et soupçons permanents. Erreurs enregistrées et utilisées comme armes. Les véritables problèmes ne remontent jamais à la surface et ne sont jamais traités en profondeur. Impôt de 40%. Confiance basse. Dans l'entreprise, les employés ont tendance à systématiquement ouvrir le parapluie. Objectifs dissimulés. Actionnaires militants. Camp nettement défini avec amis et ennemis. Nombreux employés et actionnaires insatisfaits. Bureaucratie et redondance dans les méthodes et les structures. Dans les relations personnelles, rapports fatigants et relations moroses. Les preuves des faiblesses et erreurs du parti adverse sont soigneusement notées. Doute sur la fiabilité et l'engagement des autres. Objectifs inavoués. Rétention d'informations livrées à contre-cœur. Impôt de 20%. Problème de confiance. Dans l'entreprise, quelques règles et procédures bureaucratiques. Hiérarchie trop présente. Processus de décision ralenti. Méthodes et structures inadaptées. Mécontentement de certains employés et actionnaires. Dans les relations personnelles, malentendus réguliers. Préoccupations concernant intentions et motivations. Relations internes caractérisées par des tensions. Communication teintée de peur, d'incertitude, de doute et d'inquiétude. Énergie gaspillée à maintenir au lieu d'améliorer les relations. Ni impôt, ni dividende. La confiance n'est pas un problème. Dans l'entreprise, environnement sain. Bonne communication. Méthode et structure adaptées. Peu d'intrigues. Dans les relations personnelles, communication saine, cordiale, polie. Concentration sur une collaboration fluide et efficace. Tolérance et acceptation mutuelle. Absence d'inquiétude. Dividende de 20%. La confiance est un actif tangible. Dans l'entreprise, concentration sur le travail. Collaboration et exécution efficace. Relations de partenariat positives avec employés et actionnaires. Méthodes et structures efficaces. Créativité et innovation forte. Dans les relations personnelles, relations étroites, chaleureuses, véritable coopération. Concentration sur la recherche des forces chez les autres et leur effet de levier. Communication inspirante et positive. Les erreurs sont comprises comme des occasions d'apprendre et rapidement pardonnées. Énergie et personnalité positive. Dividende de 40%. Situation de confiance maximale. Dans l'entreprise, collaboration et partenariat d'excellente qualité. Communication d'une fluidité parfaite. Communication positive et transparente avec les employés et toutes les parties concernées. Innovation, engagement, confiance et loyauté optimaux. Dans les relations personnelles, véritable joie dans les relations familiales et amicales, caractérisée par le souci et l'amour de l'autre. Communication libre et sans effort. Travail en commun inspirant et caractérisé par la concentration sur l'objectif, la créativité et l'enthousiasme. Relations complètement ouvertes et transparentes.
la synergie des relations est particulièrement impressionnante. À la lumière de ce récapitulatif, je vous suggère maintenant d'examiner un projet quelconque auquel vous devez vous consacrer. Disons que vous avez besoin de former une équipe pour finaliser ce projet en 6 semaines. Demandez-vous, quel est le niveau de confiance dans cette culture? Est-ce que je paie un impôt ou est-ce que je perçois un dividende? Et de quel pourcentage? Quel impact va-t-il avoir sur la vitesse et le coût, ainsi que sur ma capacité à réaliser effectivement ce projet? Demandez-vous ensuite ce qui se passerait si vous étiez capable de modifier ce pourcentage. Si vous parveniez à transformer cet impôt de 20% en dividende du même montant, quelle différence cela ferait-il dans votre capacité de mener à bien votre projet? Analysez vos relations personnelles ou avec votre famille. Pouvez-vous y évaluer le niveau de confiance? Quel impact a-t-elle sur votre qualité de vie, la vôtre comme celle de votre entourage? Et si vous pouviez transformer cet impôt en dividende, quelle différence cela ferait-il? Idées reçues sur la confiance. Des exemples comme ceux de l'acquisition McLean, de la décision de réorganisation Keller et quelques autres mentionnés plus haut nous permettent déjà de mettre sérieusement en doute quelques-unes des idées reçues qui nous empêchent de percevoir les dividendes d'une confiance élevée. Selon l'une de ces idées reçues, la confiance serait une notion comportementale floue, donc non quantifiable, non mesurable. Comme j'espère que vous l'avez maintenant compris, il n'en est rien. La confiance est sans aucun doute un paramètre tangible, quantifiable, mesurable. Elle touche aussi bien la vitesse que le coût, deux paramètres quantifiables. Changer le niveau de confiance dans une relation, une équipe ou une entreprise a un impact spectaculaire sur les facteurs temps et argent, ainsi que sur la qualité et la valeur. Autre idée reçue, la confiance serait lente. Si la restauration de la confiance peut prendre un certain temps, l'instaurer et l'accorder peut être assez rapide. Et une fois établie, la confiance va considérablement accélérer tous les processus. Nul besoin d'analyser longtemps les exemples que j'ai donnés, ou même la vitesse à laquelle vous communiquez et obtenez l'exécution du travail, pour constater que vraiment, rien n'est plus rapide que la vitesse de la confiance. Nous énumérons ces idées reçues et quelques autres légendes qui empêchent de comprendre et d'agir efficacement sur ces problèmes de confiance et leur opposent les découvertes que j'ai faites. Idée reçue. La confiance est un paramètre flou. La confiance est lente. L'intégrité est le seul socle possible de la confiance. Soit vous possédez la confiance, soit vous ne la possédez pas. Une fois perdue, la confiance ne peut être restaurée. La confiance ne s'enseigne pas. Faire confiance aux autres est trop risqué. La confiance s'instaure avec qu'une seule personne à la fois. Réalité. La confiance est une réalité tangible et quantifiable. Elle affecte la vitesse et le coût de manière mesurable. Rien n'est aussi rapide que la vitesse de la confiance. La confiance résulte à la fois du caractère, qui comprend l'intégrité, et de la compétence. La confiance peut être créée et détruite. Bien que ce soit difficile, dans la plupart des cas, la confiance perdue peut être restaurée. La confiance peut être efficacement enseignée et peut devenir un avantage stratégique et un levier. Ne pas faire confiance aux autres, c'est prendre un risque encore plus grand. Instaurer la confiance avec une personne, c'est l'instaurer avec beaucoup d'autres. L'idée reçue la plus insidieuse de toutes est sans doute celle qu'exprimait un des plus hauts responsables de la banque d'investissement où j'ai brièvement travaillé à New York. Soit la confiance est là, soit elle est absente, et aucun effort n'y changera rien. Tout au contraire, en matière de confiance, les efforts paient. Je suis expert en management depuis 20 ans. J'ai bâti et dirigé des entreprises, constitué des équipes, rapporté à des conseils d'administration, obtenu des résultats tangibles, et je me suis battu pour dépasser les objectifs fixés. J'ai aussi été consultant pour des dizaines d'entreprises connues, dont beaucoup avaient de bonnes stratégies et de bonnes capacités d'exécution, mais ne parvenaient pas à atteindre leurs objectifs sans être capables d'expliquer pourquoi. Je suis un mari, un père de famille, le membre d'une famille étendue très nombreuse, au sein de laquelle j'ai été confronté à des relations très diverses. J'ai été conseil au sein de communautés dont les membres, parfois des familles entières, venaient discuter avec moi de problèmes de confiance complexes. Et dans cette série d'expériences que j'ai faites, je n'ai jamais vu d'exception à l'axiome fondamental de ce livre. En matière de confiance, les efforts paient, et sans doute beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Une fois encore,
j'affirme que rien n'est aussi rapide que la vitesse de la confiance. Rien n'est aussi épanouissant qu'une relation de confiance. Rien n'est aussi inspirant que la confiance accordée par autrui. Dans l'entreprise, rien n'est aussi profitable que la confiance. Rien n'est plus attractif qu'une réputation de fiabilité. La confiance est donc vraiment le paramètre qui change tout. Et l'urgence n'a jamais été aussi grande que dans la nouvelle économie globale d'aujourd'hui pour établir, restaurer et accroître la confiance à tous les niveaux. Que vous abordiez la possibilité et le défi d'augmenter la confiance dans votre vie personnelle ou professionnelle, je vous promets que ce pari fera une énorme différence dans tous les aspects de votre vie. En matière de confiance, les efforts paient. Au travail, votre responsabilité numéro 1 devrait être de bâtir la confiance. Robert Eckert, PDG, Mattel. Si vous avez lu les ouvrages de mon père, Stephen R. Covey, et notamment les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, vous vous rappelez peut-être l'anecdote qu'il raconte au sujet de son fils, à qui il demande d'entretenir le jardin. Mon père utilise cette histoire pour illustrer les notions d'autonomie et de responsabilité d'un jeune enfant. Comme le fils dans cette histoire, c'est moi, je voudrais vous livrer ma version de l'histoire. C'est vrai que cette expérience m'a appris les notions d'autonomie et de responsabilité. Mais j'ai aussi appris quelque chose qui m'est apparu avec le temps, plus important encore. Une révélation qui a eu un effet décisif sur ma vie entière. J'avais 7 ans et mon père voulait me confier la responsabilité du jardin. Il m'a dit « Mon petit, voici le jardin et voici ton travail. Il doit être vert et propre. Maintenant, voici ce que j'entends par là. » Il s'est dirigé vers la haie et désignant du doigt le jardin du voisin m'a lancé « C'est ce que j'entends par vert. » Il ne pouvait prendre notre jardin comme exemple parce que, sous sa supervision, le gazon était plutôt jaunâtre. Il a poursuivi. « Tu t'y prends comme tu veux, mais je veux un jardin vert émeraude. Choisis le meilleur moyen, sauf de le peindre. Tu peux te servir du système d'arrosage, tu peux déverser des seaux d'eau, tu peux même cracher dessus si tu veux. C'est toi qui décides. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit vert émeraude. » Puis il a repris. « Et voici ce que j'entends par propre. » Il a pris 2 sacs en papier et ensemble, nous avons ramassé toutes les saletés, brindilles, papiers et autres qui traînaient sur la moitié de la pelouse afin que je puisse voir la différence. Une fois encore, il m'a expliqué que la façon dont j'atteindrais cet objectif me regardait, l'important c'était que la pelouse soit propre. Puis mon père a ajouté quelque chose de très profond. Il m'a dit « Maintenant, il faut que tu comprennes qu'à partir du moment où tu te charges de ce travail, je ne m'en occuperai plus. C'est ton boulot. Cette tâche, je te la confie. Dans confier, il y a confiance. Je te fais confiance pour que tu fasses ce boulot. » Il m'expliqua comment il contrôlerait mon travail. Nous ferions le tour du jardin ensemble 2 fois par semaine pour que je puisse lui faire un compte-rendu de la situation. Il m'assura qu'il était disposé à m'aider quand je lui demanderais, mais il me répéta que c'était vraiment mon travail, que je serais mon propre patron et que je serais seul juge de ma réussite. C'est ainsi que j'ai hérité de l'entretien de la pelouse. Apparemment, pendant 4 ou 5 jours, je n'ai rien fait. C'était les grosses chaleurs de l'été et l'herbe se desséchait rapidement. Les restes d'un barbecue organisé quelques jours auparavant parsemaient la pelouse. Jamais le jardin n'avait eu l'air aussi négligé. Mon père hésitait à me réprimander vertement et à reprendre les choses en main. Mais il s'y refusa pour ne pas violer le contrat que nous avions passé. Si bien que, quand le moment de rendre des comptes est venu, mon père m'a dit « Alors mon petit, comment va le jardin ?» J'ai répondu « Très bien papa ». Puis il a demandé « Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider ?» J'ai dit « Non, tout va bien ». Il a enchaîné « Ok, on va faire le tour du jardin ensemble, comme prévu. » En déambulant dans le jardin avec mon père, j'ai commencé à réaliser qu'il n'était ni vert, ni propre. La couleur de l'herbe virait au marron clair et la pelouse était couverte de saleté. Selon mon père, mon menton a commencé à trembler. J'ai éclaté en sanglots et j'ai geint. « Mais papa, c'est si difficile !»« Qu'est-ce qui est si difficile ?» m'a-t-il répondu. « Tu n'as strictement rien fait. » Après un instant de silence, il a demandé « Veux-tu que je t'aide ?» Me souvenant que cette proposition d'aide faisait partie de notre contrat initial et voyant poindre une lueur d'espoir, j'ai aussitôt répondu oui. Il m'a demandé « Que veux-tu que je fasse ?» J'ai jeté un regard sur le jardin. « Tu m'aiderais à ramasser ces saletés là-bas ?» Il a accepté. Nous sommes donc allés chercher 2 sacs à l'intérieur et il m'a aidé à ramasser les détritus, exactement comme il me l'avait promis.
Depuis ce jour, j'ai pris la responsabilité du jardin. Et il est resté vert émeraude et propre. Comme je l'ai dit, mon père utilise cette histoire comme exemple de délégation de responsabilité ou d'accord gagnant-gagnant. Mais le garçonnet de 7 ans que j'étais était encore trop petit pour comprendre ce que signifiaient ces grands mots.